Bonjour tout le monde. Il se pourrait que je me lève aussi parce que je ne pense pas rester assis tout le long. Donc on commence assis et on verra. René, tu veux... On va faire monter pendant notre présentation une personne qui est importante pour nous aussi. Mais avant tout, pour m'assurer que ce soit fait, je vais prendre vraiment la peine de remercier certaines personnes. Vous allez comprendre tout au long de ce qu'on aura à dire pourquoi on remercie ces gens-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On a perdu beaucoup de gens durant ce parcours-là. Donc, c'est vraiment important que ceux qui sont restés, ceux qui sont présents, ceux qui sont nés de cette histoire-là soient mis de l'avant. Certaines personnes, j'essaie de nommer le plus de gens possible, à commencer par mon coordonnateur Slima Mami. Je le nomme lui personnellement, je nomme aussi William Sonlamar, qui est le directeur, mais l'organisme Café Jeunesse, parce que je crois sincèrement avoir été à l'emploi d'une autre organisation, j'aurais quitté. Le support, l'accompagnement et la capacité de pouvoir travailler avec cette équipe-là me permet de rester parce que c'est pas évident, mais à l'emploi, ça me permet vraiment de pouvoir continuer à progresser. Il y a Josué Corville qui est un élu municipal dans Saint-Michel, René Chantal Bellinga qui était en élection, Mathieu Léonard qui a été un support aussi, Stéphanie Germain, elle est là. Qui d'autre encore? C'est sûr, il y a Madame Bray. Je la mentionne, elle, parce que je mentionne l'autre côté, puis c'est le jour et la nuit, vous allez comprendre. Donc, elle particulièrement, c'est une femme de cœur, puis que je prends la peine de la mentionner. On a aussi vraiment nos amis qui sont restés. On a... Qui d'autre que je peux lire? La famille. Même Ted Woodland qui est là. Parce que, en fait, je remercie tous les gens qui sont restés eux-mêmes avec nous. Certains conseils, ceux qui sont venus nous visiter, que Pierson Vaval aussi. Il y a Colin qui est là, qui entame certains projets avec nous présentement. Donc, je prends la peine de vous remercier au début parce que j'ai peur de manquer de temps à la fin. Et je pense que c'est important de vous remercier. Et tous les amis de Jason qui sont là, qui nous soutiennent, qui sont restés solides avec nous. Si jamais j'oublie quelqu'un, je m'en excuse, j'essaierai de le faire à la fin. Donc, sur ce, je passe le micro. Alors, bonsoir tout le monde. Mon Dieu, c'est le silence. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bon, c'est sûr que les circonstances sont quand même difficiles. Cependant, je tiens vraiment à donner un gros câlin à Stéphanie parce que Stéphanie, pour ceux et celles qui ne savent pas, Stéphanie est une de mes anciennes jeunes. Donc, c'est un peu comme ma fille. Et de voir aujourd'hui la jeune femme qu'elle est devenue, militante, donc de caractère, qui n'a pas peur de parler. Quand je regarde Stéphanie, en fait, ça me... C'est sûr que Stéphanie ne remplacera pas nécessairement Jason, mais quand je vois Stéphanie, je me dis que j'ai fait le bon choix de donner tout ce que j'avais pour cette jeunesse. Alors, je ne sais pas, il était prévu qu'on projette une photo de Jason. Qui était Jason? Jason, en fait, c'était une réponse, je dirais, à mes prières parce que, étant atteinte depuis l'âge de 8 ans, en fait, étant diagnostiquée d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose, plus connue sous l'anémie falciforme, le médecin avait dit que je n'aurais pas d'enfant. Alors, moi, j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse avec cette idée que je n'aurais pas d'enfant. Lorsque je suis tombée enceinte, contre toute attente, cet enfant-là était mon espoir. Et
l'ayant élevé tout seul pendant les 20 dernières années. On était une équipe. Jason était le fils que toute maman, tout parent aurait aimé avoir. Et je dis ça sincèrement sans me... C'est facile. Jason, ceux qui ont connu Jason pourraient vous le dire. Jason était un gros nounours. Donc, c'était la réponse à mes prières, c'était mon espoir, c'était celui que j'ai mis toute mon affection, que j'ai donné tout mon amour. C'était aussi celui pour qui j'ai été contre vents et marées pour donner une éducation de valeur. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler de ça? Pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Oui, c'est vrai, Jason a grandi en HLM, mais n'a jamais eu de démêlé ou quoi que ce soit. Donc vraiment, l'enfant qui aimait extrêmement sa maman, qui aimait les autres, qui était un motivateur, un grand frère, protecteur. Jason, sincèrement, vous l'aurez vu, vous aurez envie de lui mordre les joues. C'était vraiment un gros nounours. Et c'est cet enfant qui m'a permis de m'accrocher à la vie. Pour avoir vécu différentes difficultés, que ce soit la violence conjugale, plusieurs tentatives de viol, la maladie, le rejet, j'en passe, Jason était ma raison de vivre, était la raison pour laquelle que je m'accrochais. À plusieurs reprises, j'ai voulu m'enlever la vie, mais je me disais que je ne pouvais pas le faire parce que on aurait dit à Jason, mais tu vois, ta mère, elle s'est enlevée la vie, donc maintenant on est pris avec toi. Et pour Jason, j'ai accepté tous les combats. Et cet enfant m'a vu souffrir avec la maladie, m'a vu être rejeté, méprisé, même dans le quartier où est-ce que j'ai donné les 19 dernières années. Donc il m'a vu me sacrifier pour cette jeunesse. Et je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas de regret par rapport à ce sacrifice. Cependant, lorsque le 10 août dernier, qu'on nous appelle pour nous annoncer l'assassinat de cet enfant qui était toujours disponible pour aider les autres, qui était toujours, Jason, peu importe à l'heure qu'on l'appelait, ses amis pourraient vous le dire, il courait pour aider les autres. Et là, je disais, mais Jay, tu vas où? Mais la maman, ils ont besoin de moi? Mais la maman, ils ont besoin de moi? Donc, il était toujours disponible pour ses amis, respectueux. Et Jason se faisait aussi écœurer par la police tous les jours de sa vie. Jason est devant la porte, la police vient l'arrêter. Il est dans notre auto, la police vient l'intercepter. Il va au travail, la police vient l'intercepter, tellement que son patron, qui est un Québécois de souche, sort à plusieurs reprises pour crier après la police, pour leur dire « Vous n'avez rien d'autre à faire ?» Jason, on l'appelle les Nations Unies. Pourquoi? Parce que tous ses amis... Écoute, je pense qu'à la maison, il y a toutes les cultures qui existent sur Terre. Mais quand il était dans une auto, avec peu importe ses amis québécois, X, Y, Z, c'est lui qu'on ciblait. Parce qu'il est grand, il a des dreads, il est costaud. Il y a cette culture au Québec. Si vous êtes noir, immigrant, de peau foncée ou basané, vous avez un certain style, vous êtes déjà catégorisé gang de rue. Tu veux prendre la parole? Oui. Par rapport à Jason, j'ai connu Jason quand il avait à peu près 10 ans. J'aurais jamais pensé que je serais devenu son beau-père, en fait. C'était pas dans les plans. Mais c'est ça, je l'ai connu, fait que je l'ai connu pendant 16 ans. Et puis la relation a évolué, puis forcément, une fois on vit dans la même maison, la relation s'est vraiment solidifiée. Et je pense que je pensais pas vraiment que ça serait aussi douloureux, cette perte-là. Pour être sincère, là, c'est quand c'est arrivé, ça frappe, là, tu t'en rends compte et tout. Mais on est là-dedans. On est là-dedans. Et pour ce témoignage-là, c'est ça, comme ça a été dit, on n'aime pas les choses statiques, donc gênez-vous pas. Nous, on va vous expliquer le tout. Puis, on va le faire en fonction du thème d'aujourd'hui. C'est vraiment, on va mettre l'accent sur comment ça s'est passé. Je vous demande de relever les violences, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup, et il y en a encore beaucoup. Donc, relevez les violences, puis vous allez comprendre que, malheureusement,
l'assassinat de Jason n'était que le début. Donc, comme René a dit, le 10 août, Jason a été travaillé. Comme d'habitude, il est assistant gérant au Jean Coutu. Il a été travaillé, il est rentré vers 17 h à peu près. Ses habitudes, il rentre, il va dormir. Il a peut-être dormi 2-3 heures. Après, il s'est réveillé, il est venu me parler un peu, il a pris les clés de l'auto, il est parti. Fait que c'est la routine. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je reçois un premier appel. Il faut comprendre que, comme on a dit, je suis travailleur de rue. Donc, j'ai un téléphone de travail aussi qui est toujours ouvert. Donc, les gens ils peuvent me rejoindre au besoin et tout. Je reçois un premier appel. On me demande est-ce que Jason est à la maison. Je dis non. Pourquoi il est sorti? Ah, parce que j'ai entendu une affaire comme quoi qu'il serait mort. Je dis je sais pas. Et, OK, j'ai appelé Jason. J'ai appelé, ça ne répondait pas. Pendant que j'appelle Jason, je reçois un deuxième appel qui me pose la même question. Là, je dis, c'est où cette histoire-là? On me dit, on me donne le lieu, près du parc Carignan. Je dis, tu sais quoi, je m'habille, je prends l'auto, j'y vais. En me rendant là-bas, effectivement, il y a une scène de crime. Un policier est là, je m'approche, je dis, est-ce qu'il y a une scène de crime? Moi, je vais par rapport à telle personne. Là, il dit comme ça, il peut pas, il sait pas encore pour l'information. Lui, il a juste quadrillé l'info. Puis, entre-temps, pendant que j'essaie d'avoir l'information sur les lieux, un ami de Jason vient sonner à la maison et dit qu'il se répétait à Santa Cabrini. Donc, je rebrousse chemin. Je passe prendre Ronid. On va à l'hôpital. On va à l'urgence. Arrivé à l'urgence, je me présente à l'accueil. On a dit que notre fils est peut-être ici. On dit OK. Je parle avec la personne qui est à l'accueil. Il me dit il faut que je dois composer le 911. Mais je dis pourquoi le 911? Ben, il faut appeler le 911, c'est eux qui vont vous répondre. Mais j'ai dit je suis à l'hôpital. Là, je compose le 911 et on me dit OK, il y a un enquêteur qui va venir vous voir ou il va vous appeler. OK, mais est-ce que je peux avoir des informations? L'enquêteur va venir vous voir, va vous appeler. OK. 30 minutes passent, je rappelle. Ah, il va vous appeler. 30 minutes passent, je rappelle. Ah, il va vous appeler. Entre-temps, il faut comprendre, pour ceux qui connaissent l'hôpital Santa Cabrini, l'urgence, il y a une pente aussi. Fait que nous, on ne peut pas rester à l'intérieur parce qu'on dérange apparemment, mais il est tard le soir, il n'y a personne d'autre qui est rentré là. On est resté toute la soirée, il n'y a eu aucun autre visiteur que nous, que la dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine d'amis, parce que ça grossissait. Des amis qui grandissaient là. Nous, on fait le va-et-vient entre l'urgence et le stationnement. On rentre, on sort, il commence à faire froid. À un moment donné, on rentre encore. J'ai dit là, je vais avoir des réponses, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Dites-moi juste, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Juste comme... On a dit, on ne sait pas, on va voir. Puis là, il y a un infirmier. Lui, il me dit, ah, vous inquiétez pas. Ils sont avec lui, il pose des questions. L'enquêteur va venir vous voir après. On dit, ah, OK. Est-ce que c'est possible de savoir quand est-ce qu'on peut aller le voir? Il dit, oui, oui, j'ai vérifié, je reviens. Je l'attends encore jusqu'à aujourd'hui. Allô? Okay. Donc, je l'attends encore, comme je vous ai dit. Ensuite, je reçois un appel d'un enquêteur. Il me dit, allez chez vous, je vais venir vous rejoindre. J'ai dit, pourquoi aller chez nous? On est déjà à l'hôpital. On va vous attendre là. Il dit, OK, j'arrive dans 15 minutes. Je dis, OK. Je dis, 15 minutes, donc il n'est pas censé être à l'hôpital. OK. 15 minutes passent, 20 minutes, 25 minutes, il me rappelle. Il me dit, venez me rejoindre au coin de cette rue-là et cette rue-là. Je dis, ben, on n'est pas dans notre quartier, je ne sais pas de où tu me parles. Il dit, ah, c'est très simple, descendez la pente de l'urgence, puis tournez à droite, vous allez me voir. Nous, on descend, je regarde, on voit des lumières, c'est des autos banalisées. On s'approche, OK, c'est bien eux, on est là. Il faut comprendre, on est dans un coin de rue,
il y a un stop. Il est à peu près entre 1h30 à 2h du matin. Donc 4 heures plus tard. Ouais, il fait froid. Là, on attend, puis là, il dit vous êtes les parents de Jason Collin. Il y a eu une fusillade, puis il est décédé. Il est mort. Je dois la soutenir parce qu'elle est en train de s'effondrer. On est dehors dans le coin de la rue. Fait que c'est ça. Fait que moi, vous imaginez, je ne peux pas tomber non plus. Hein? Fait que, il faut que je la retienne. Je la prends. On marche pour retourner vers le stationnement. Les amis à Jason ont compris par la scène. Ils sont venus la soutenir. J'ai été chercher l'auto, qui était un peu plus loin, avec beaucoup de misère. Arrivé, les amis de Jason, ils ont vu ça, ils ont dit « OK, on va prendre le volant ». Ils ont pris le volant, ils nous ont ramenés à la maison. Ça a été une nuit assez horrible. Je vous dis aussi, j'avais demandé à cet inspecteur-là le soir même, est-ce que c'est possible de voir Jason? Il dit, ce ne sera pas possible parce que le corps n'est pas ici. J'ai dit, il est où? On ne sait pas. OK. On ne sait pas. OK. Et c'est en amenant l'auto, je suis assis dans l'auto côté passager, Ronnie est là aussi. Il y a une personne de la CAVAC qui vient pour nous donner un document, pour nous dire si on a besoin de... Je dis, c'est pas le moment. C'est pas le moment, fait qu'on est parti. On n'a pas dormi. Le matin, j'appelle à Santa Cabrini pour savoir est-ce que je peux... Où est Jason? Tous les départements, il n'y a pas de réponse. J'appelle une personne qui est quand même... qui pourrait avoir ces infos-là, qui est Rosandré Hubard. Elle me dit il serait peut-être à Sacré-Cœur. J'appelle à Sacré-Cœur. Je fais tous les départements. On essaie toutes les versions possibles de Jason. Il n'y a pas non plus. Je dis OK. D'abord, j'ai retourné sur les lieux de la scène. J'ai demandé à un ami de conduire pour moi parce que je n'étais pas en état. Puis je n'allais pas me mettre en danger non plus. Fait qu'on arrive là-bas, il y a encore la scène de crime. Je dis au policier qui est là, est-ce possible de parler à l'enquêteur qui est en charge ou de lui demander de m'appeler, s'il vous plaît? Il dit, vous êtes qui, vous? Je me présente. Je suis le beau-père de Jason, voici. Et on ne donne pas d'informations. Je ne vous ai pas demandé d'informations. J'ai demandé, est-ce possible de demander à l'enquêteur de m'appeler ou est-ce que je peux le voir? Je n'ai pas demandé aucune information par rapport à la scène. De toute manière, vous êtes juste le beau-père. On ne donne pas d'informations comme ça, c'est juste aux gens du même sang. J'ai dit OK. Mon ami qui est en retrait, qui observe la scène, il lui dit, il se tourne vers le policier se tourne vers lui, il dit vous allez bien? Il hoche de la tête. Après, il dit est-ce que vous parlez français? Le gars dit oui. C'est comme pourquoi vous ne répondez pas? On est là. Heureusement, il y a eu quand même 2 autres policiers qui ont contacté l'enquêteur de leur téléphone. J'ai pu lui parler. Là, elle me dit que le corps de Jason est à la morgue de Montréal et qu'on n'a pas accès. Quand on aura accès, ils vont nous laisser savoir. Je fais un saut dans le temps, puis on revient après. Quand on aura accès, ça a été à l'église, 15 minutes avant que les invités arrivent. C'est 3 semaines plus tard. Ouais. Fait que pendant 3 semaines, on te dit qu'une personne est décédée, mais tu n'as aucune preuve que cette personne-là est décédée. Tu n'as aucune information par rapport à cette personne-là. Tu organises des funérailles, tu organises des préparatifs, tu mets des avances sur tout ce qu'il faut faire.
pour découvrir 15 minutes avant les invités que c'est bien cette personne-là que... C'est ça. Juste pour renchérir sur ce que Robertson dit. Donc, nous, chaque fois que la porte, il y a un bruit ou quelque chose, on se dit, ben, Jason va sûrement revenir. Mais en attendant, les médias, on fait chou gras de la nouvelle. Donc, sur les réseaux sociaux, chaque fois que tu ouvres quelque chose, ce que tu vois comme titre, c'est que criblé de balles. Pour un parent, je ne sais pas si des fois les médias ne comprennent pas l'impact que leurs paroles peuvent avoir. Pour que, on lit ça tous les jours, criblé de balles, criblé de balles, criblé de balles. Et pour que 3 semaines plus tard, lors des funérailles, le cercueil arrive, il l'installe, on avance, fébrile, les responsables ouvrent le cercueil, on regarde, oui, c'est Jason, et les funérailles commencent. Je pense que vous notez, hein, parce que... Et on revient. Puis là, pendant ça, comme elle dit, on regarde les médias, on regarde les gens qui disent des choses, dont la mairesse d'arrondissement, Christine Black, qui dit... je ne me rappelle même plus des termes tellement que... C'est un garçon qui essayait de s'en sortir. Ça a peut-être l'air anodin comme phrase, mais c'est extrêmement violent pour nous. Essayer de s'en sortir de quoi? Il essayait de se sortir de quoi exactement? Surtout venant d'une personne qui a travaillé dans la communauté, qui connaît très bien Jason, qui connaît très bien Ronit, qui me connaît très bien. C'est quoi? Puis là, suivant ça, on s'est dit, c'est quoi? Il va falloir qu'on fasse une sortie. Et on s'est organisé. On a eu un petit peu d'accompagnement pour pouvoir faire le tour. Puis on a mis l'accent sincèrement sur la jeunesse parce que les jeunes, beaucoup de jeunes étaient portés sur la vengeance. Puis l'objectif, c'était vraiment de pacifier la chose. Deuxième objectif, c'était vraiment de faire reconnaître les autres victimes parce que Jason n'était pas tout seul. Il y avait 3 amis avec lui, dont un qui a encore la balle dans le corps. On ne peut pas lui enlever. On ne peut pas lui retirer. Si on lui retire, il peut être handicapé. Donc, on a 3 jeunes psychologiquement très atteints. On en a un psychologiquement et physiquement atteint. Sans compter qu'il y avait des amis avec qui Jason parlait par FaceTime qui l'ont vu cracher du sang. Ils l'ont vu s'étrangler dans son sang. Mais tous ces jeunes-là ne sont pas reconnus. On ne les voit pas. On ne s'en occupe pas. On a fait la sortie. Puis le troisième point qu'on a mis de l'avant, c'était de dire que les instances en place, organismes communautaires et autres, ben, ils ne prennent pas leurs responsabilités, ce qui est vrai. Et c'est une des raisons pourquoi j'apprécie peut-être encore plus là où je travaille, parce que ça a été le premier organisme à faire un constat d'échec, de dire on a failli quelque part, donc il faut qu'on travaille mieux et différemment, s'il le faut. Mais ça a été les seuls. Ça sonne vendu un peu, mais malheureusement, c'est que eux qui ont fait, qui ont pris une position claire et nette. Par la suite, venant de gens qu'on connaît depuis au moins une vingtaine d'années, Qui ont vu Jason presque grandir et tout, nous texter, nous dire comme ça, il faudrait faire attention et nuancer nos propos parce que ça peut porter à confusion, ça peut déranger. Non, ça a été dit. Et je lis les choses. Donc, ça pouvait déranger la politique et les organismes communautaires, donc de nuancer nos propos. Nuancer quoi exactement? De dire que les organismes ne prennent pas leurs responsabilités. De dire aux jeunes de ne pas aller vers la vengeance et de demander de reconnaître les autres victimes. Sincèrement, qu'est-ce que je dois nuancer là-dedans? Parce qu'en date d'aujourd'hui, il y a eu d'autres jeunes qui sont décédés, il y a eu d'autres victimes, il y a eu des accidents d'auto,
Il y a eu des plaintes de violence, puis en date d'aujourd'hui, toujours rien n'est fait pour que ce soit Jason, les amis qui étaient avec Jason, ou tous ceux qui ont eu des cas par la suite. Jusqu'à il y a 3 semaines, où j'ai été visiter une famille, on était les seuls à être allés les voir, personne n'est venu les voir. Donc, c'est de ça qu'on nous dit de nuancer, sincèrement. Mais bon, après ça, pour être avancé encore un peu, fais pas quand tu veux. Ben, en fait, une des choses, parce que nous, en fait, on comprenait pas trop ce qui se passait parce que, de un, on perd notre unique enfant, qui a un dossier, qui a un parcours irréprochable, donc vraiment aimé, apprécié de tous. Et là, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe parce qu'on voit que les gens sont mal à l'aise et qu'on reçoit un message texte nous disant « Depuis que vous êtes passé à Tout le monde en parle, ce n'est pas que c'est mauvais ce que vous dites. Cependant, il faudrait nuancer ce que vous dites puisque la politique et certains organismes ne sont pas contents. » C'est exactement ce qu'on nous a texté. Cependant, notre monde vient de s'écrouler. Tout ça, on n'a pas encore vu notre fils, hein? Juste pour que vous puissiez comprendre. Et quelques temps après, je pense, ministre de la Sécurité publique ou je ne sais pas trop quoi, vient à la maison et nous dit, Madame Cassius, 3 jours après le décès, 3 jours après l'assassinat de Jason, j'ai tenté de vous voir et tous m'ont bloqué, me disant que, est-ce que tu es sûr que tu veux aller là? Est-ce que tu es sûr qu'il ne serait pas coupable? Et c'est à ce moment qu'on a compris tout le traitement qu'on avait reçu. C'était ça qu'il y avait derrière la tête. Donc, il ne peut pas avoir un noir, un jeune immigrant qui meurt sans qu'il soit dans une gang de rue. Et là, je vous passe les détails. Après, bon, probablement en faisant des enquêtes ou bien au niveau des médias, ils ont vu que c'était que du beau. Et là, maintenant, ils se sont rétractés, mais le mal était déjà fait. Le mal qu'un parent doit vivre, doit composer avec dans cette situation, où est-ce que les gens qu'on entendait chaque semaine, qui nous appellent plus, où est-ce que tout le monde nous fuit, où est-ce qu'on devenait comme la peste. Mais on devait vivre non seulement avec le deuil de Jason, mais composer avec toutes ces composantes qu'un parent n'est pas habilité ou n'est pas habitué à dealer, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas un doctorat. Ah oui, ça fait mon 5e enfant qui est assassiné. Et même quand on aurait plusieurs enfants décédés, on ne s'habitue jamais. Autre chose aussi qui je pense que c'est important, on ne vous dit pas tout parce qu'on a un temps limité puis ça serait très long. Mais qu'est-ce qui est important aussi, je pense, de mentionner, c'est la portion Tout le monde en parle. Il faut comprendre aussi que avant ça, il y avait eu le jeune Thomas Trudel qui avait été assassiné. Puis ça avait fait tout un nombre de chocs, pas parce que le jeune a été assassiné, mais parce que il y a eu des vagues de décès avant. Il y en a eu après. Mais pour Thomas Trudel, le premier ministre François Legault et la mairesse Valérie Plante se sont déplacés, ont déposé des fleurs et tout. OK. Nous, ils ne sont pas venus. Mais c'est correct aussi parce que moi, je me dis, ils ont été vers ceux qui leur ressemblent. Ils ont été sensibilisés par ce qui est à leur image. Ça va. Jusque-là, ça peut aller. Tout le monde en parle. Il se trouve qu'on a été appelé à participer à Tout le monde en parle la même journée que le débat des chefs. Donc, on termine sur le plateau et on doit quitter. Et dans le loge en arrière-plan, dans backstage, tout le monde est ici. Nous, les députés, ministres, etc., tous ces gens-là. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est venu nous voir. Il a été très... Sincèrement, je pense que c'est le seul... S'il fallait voter la seconde d'après, il aurait gagné. Il est venu nous voir, très simple, très terre-à-terre. On a échangé un peu. Jusqu'à présent, vous n'en avez jamais entendu parler. Il n'a jamais utilisé comme outil promotionnel. Il y a celle de Libéral, là, comment elle s'appelle, elle? Anglade. Elle est venue, elle nous dit mes condoléances. Je ne me rappelle même plus qu'est-ce qu'elle nous a dit. Puis sur le plateau, j'ai vu la famille, j'ai parlé à la famille. Mais ça va encore. Le plus intéressant, c'est M. Legault. À peu près, moins loin que ça, là, une petite distance face à face. J'existais pas, il regardait dans le vide. Il ne m'a jamais vu. Là encore, ça va. Moi, je suis quelqu'un de très vivre et laisser vivre.
Tu me vois pas, tu m'ignores. Ça... C'est quoi? C'est-tu le go qui fait ça ou bien? Donc, là, il ne nous dit rien encore. Jusque-là, ça va. Et Stéphanie était avec nous, elle peut en témoigner. Ensuite, on était aux loges, et il y a le débat des chefs qui se passe. Puis les loges, il faut comprendre qu'on est à peu près comme ça. Puis les gens, ils passent devant nous par la suite pour s'en aller. Monsieur Legault passe, il regarde droit devant lui, il ne nous a jamais regardé. Il dit, ça suffit la violence, on n'en veut pas de gang de rue ici. Est-ce qu'il était compatissant avec nous pour nous dire qu'il est contre les gangs de rue, puis c'est à Boulogne qu'ils sont arrivés, ou bien c'est nous les gangs de rue? On ne le saura jamais. Ça, c'est au niveau Premier ministre du Québec. Je pense qu'on va s'arrêter là par rapport à ça. J'ai demandé de s'avancer pendant ce temps-là. Là. Alex? Pendant qu'Alex avance, juste pour vous dire que les jeunes se sont organisés pour Jason, ils ont fait une vigie, ils se sont organisés pour que la mairesse de Montréal-Nord prenne tout le mérite et dise que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Récemment, les jeunes ont organisé une rencontre au conseil d'arrondissement pour poser des questions. 15 mois plus tard, je n'exagère même pas, vous pourrez aller le voir sur Internet, 15 mois plus tard, il y a un des jeunes qui a demandé à Mme Black, « Mme Black, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous connaissez le nom des 3 autres victimes? » Et elle nous a dit non, je ne suis pas au courant des noms des 3 autres victimes, qui habitent d'ailleurs dans son arrondissement. Donc vous comprenez que pour nous qui avons donné 19 ans, 20 ans à Montréal-Nord, qui avons donné tout ce qu'on avait à la jeunesse, donc on fait partie des gens que le terrain, que le milieu connaissait et connaissent, et c'est le traitement que nous avons reçu. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur le petit monsieur, la petite madame, la famille qui vient d'arriver, qui ne connaît pas nécessairement les lois, qui ne parle pas très bien français. C'est quoi le traitement qu'on lui réserve? C'est nous, après 20 ans de carrière sur le terrain. Je vais lui donner la parole, puis après, j'ai une seule question pour vous par après. Je sais que le temps y presse. Autre chose aussi, juste avant, vu qu'elle a parlé de Christine Black, l'ignorance ne me dérange pas. L'incompétence non plus ne me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, c'est le mensonge. De dire qu'elle a contribué pour la vigie, c'est un mensonge. De dire qu'elle a tenté de nous contacter, c'est un mensonge. Appeler une personne une fois, ne pas laisser de message, ne pas envoyer de message texte, ce n'est pas cesser de contacter la personne. De dire qu'elle a envoyé quelqu'un, son directeur venu nous voir, c'est un mensonge. Claudel Toussaint, qui est le directeur en question, est venu nous voir à titre personnel. Il n'en a jamais informé ses supérieurs qu'il est venu nous voir. Tout s'est fait de manière très privée. Elle a su l'information, pas de Claudel, de quelqu'un d'autre. Elle l'a utilisée dans les médias. Donc, elle peut être incompétente, elle peut être ignorante, mais mentir délibérément, pour moi, c'est un 0 barré. Je vous présente Alex. Il y a quelque chose à vous dire, puis j'ai une question pour vous à la fin, puis c'est tout. Bonjour, bonjour.